Messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres de ce journal. La Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec Hafez Ghanem, le vice-président région Afrique du groupe de la Banque mondiale. C'était lors des dernières assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. 900 nouveaux militaires dans les rangs de l'armée ivoirienne. Ils ont reçu il y a quelques jours leurs attestations de fin de stage. Cette cérémonie s'est déroulée à l'École nationale des sous-officiers d'active à Bouaké, dans la région centre du pays. Enfin, le Mali a un nouveau Premier ministre. Boubou Cissé, ancien ministre de l'économie et des finances, a été nommé hier. Revenons, si vous le voulez bien, sur les dernières assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Cet événement s'est tenu à Washington, aux États-Unis. Le Premier ministre Amadou Coulibaly, qui représentait la Côte d'Ivoire, a rencontré Hafez Ghanem, le vice-président région Afrique du groupe de la Banque mondiale. Cette institution financière internationale a ainsi réaffirmé son engagement à accompagner le pays. Le point avec Adama Koné. Sourire, accolade, poignée de main. La Banque mondiale et la Côte d'Ivoire donnent les signes d'un accord parfait. D'un côté, l'indice du capital humain, nouveau gouvernail de lutte contre la pauvreté de l'institution de Bretton Woods. De l'autre, le programme social du gouvernement ivoirien, qui fait du bien-être de la population une priorité. Point commun des deux concepts, faire du capital humain le cœur de toute action de développement. Et la Banque mondiale est prête à accompagner la Côte d'Ivoire sur cette voie. Le Premier ministre nous a indiqué la volonté du gouvernement d'aller en avant dans les investissements dans le secteur du développement humain et dans le secteur social, c'est-à-dire l'éducation, la santé et la protection sociale. Et ça, c'est nécessaire pour améliorer l'indice de capital humain. Et nous, à la banque, on est tout à fait d'accord et on s'est mis d'accord avec son Excellence le Premier ministre de mettre en place des programmes et des projets pour financer. Nous avons déjà des projets et des programmes dans la santé, mais nous allons aussi voir ce que nous pouvons faire pour l'éducation et la protection sociale. Le Premier ministre aussi voudrait mettre en place une équipe ivoirienne qui va suivre l'évolution de l'indice du capital humain et nous allons travailler étroitement avec cette équipe. Je dois vous dire que c'est une coopération qui, au plan technique et financier, est excellente. Nous avons discuté des projets à venir. Nous avons pris ensemble des mesures pour améliorer les décaissements. Et nous avons évoqué les politiques et les stratégies de développement de la Côte d'Ivoire, y compris à l'horizon 2030. Donc toutes ces questions ont été évoquées avec la Banque mondiale. Nous avons eu une excellente séance de travail. Pendant plus d'une heure, donc, le nouveau patron de la région Afrique de la Banque mondiale et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se sont accordés sur les grands axes de progrès de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent alors échanger des présents, signe que les deux parties parlent le même langage, celui du développement. L'indice du capital humain, outil de mesure dévoilé en octobre 2018 par le groupe de la Banque mondiale. Cet instrument mesure la contribution de la santé et de l'éducation à la productivité de la prochaine génération d'un pays. Alors, quels sont les résultats de ce nouvel outil de mesure en ce qui concerne la Côte d'Ivoire? Les explications de Adama Koné. Indice de développement humain IDH, aujourd'hui indice du capital humain ICH. La Banque mondiale est résolument engagée à mettre l'homme au cœur du développement. Le nouvel indicateur de mesure du progrès social a été lancé par l'institution de Bretton Woods lors des assemblées annuelles de Bali en Indonésie. Concrètement, le nouvel indice met en évidence le niveau de capital humain qu'un enfant né aujourd'hui peut espérer à ses 18 ans. Pour cela, 3 facteurs sont considérés. Le premier, la survie, qui estime la probabilité pour un nouveau-né d'atteindre l'âge d'aller à l'école. Le deuxième,
la scolarité. Ce facteur étudie la durée de la scolarité et les diplômes qu'il est susceptible d'obtenir. Le troisième, la santé, qui doit répondre à la préoccupation suivante. L'enfant a-t-il la possibilité de sortir du système scolaire en bonne santé, prêt à intégrer le marché du travail? Techniquement, l'indice de capital humain s'étend sur une échelle allant de 0 à 1. Un pays qui aurait 0,70 points signifierait que le futur de sa population est amputé de 30%, ou que le risque de ne pas aboutir à une réussite sociale pour cette population est de 30% contre 70% de chances d'avoir une vie décente. Au total, le nouvel indice mesure les pertes de productivité économique subies par les pays qui sous-investissent dans leur population. La Côte d'Ivoire et le Portugal renforcent leurs relations en signant un accord de coopération militaire dans le domaine de la sécurité maritime. Ce traité, le premier du genre que le Portugal convient avec un pays africain non lusophone, porte entre autres sur les échanges d'informations, l'équipement et le renforcement des capacités des éléments de la marine nationale ivoirienne. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. L'hymne national de Côte d'Ivoire entonné à Lisbonne, au Portugal. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'y trouve pour une visite de travail de 48 heures. Cette visite est marquée par la signature d'un protocole d'accord de coopération militaire, signé par les ministres portugais et ivoiriens João Gomes Gravino et Ahmed Bakayoko. L'accord porte sur l'échange d'informations, d'équipements et de formation. Témoin de la signature de cet accord, le premier du genre avec un pays africain non lusophone, Fana Kofi, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Portugal. À Lisbonne, la délégation ivoirienne a pu visiter, entre autres, l'Institut hydrographique et la base navale, une base commise au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline. Je vous l'ai annoncé dans les titres, l'armée ivoirienne étoffe son effectif. En effet, l'École nationale des sous-officiers d'active a recruté 140 éléments. Ils ont été présentés récemment au drapeau après une formation de 3 mois. Cette cérémonie a été également marquée par la remise des attestations de fin de stage à 800 militaires. Le point avec Soro Corona de RTI Boaké. Ils sont 140 élèves sous-officiers d'active présentés au drapeau après 3 mois de formation commune de base. Cette présentation symbolise et témoigne de leur aptitude à servir le drapeau national. Ces élèves de la 30e promotion de l'ENSOA, École nationale des sous-officiers d'active, passeront encore 6 mois pour mieux maîtriser les fondamentaux du métier des armes. Cette cérémonie de présentation au drapeau était couplée à la remise d'attestation de fin de stage du brevet d'armes du premier degré et du certificat d'armes du second degré d'infanterie. Au nombre de 800, ces soldats changent désormais de grade. Dans son adresse, le colonel-major Zana Traoré a expliqué la vision du chef d'état-major général des armées, celle de faire de l'armée ivoirienne une armée professionnelle et compétitive. Le chef d'état-major général a dit qu'il aura pour objectif de faire en sorte que les militaires soient fiers d'être des soldats et que la nation soit fière de son armée. Et pour ça, il faut s'appuyer sur 2 axes, c'est-à-dire l'acceptation de l'autorité d'abord, mais surtout la formation des hommes à l'emploi. Le défilé militaire des 5 détachements était au menu de cette double cérémonie. Le défilé dans sa forme marque le prestige et matérialise les liens qui unissent les militaires aux autorités. Il est également la marque de fidélité à un idéal, l'expression de la rigueur, de la force, de la cohésion et de la solidarité au sein des armées. Intéressons-nous à présent à un tout autre corps de métier. Il s'agit du géomètre expert. Les lotissements, la construction des routes, lignes électriques et autres voies ferrées font partie de ces activités. En Côte d'Ivoire, 6 nouveaux géomètres experts ont intégré récemment l'ordre dans la gestion foncière et travaux topographiques. Franck Quadio.
Leur métier, c'est entre autres la gestion, la délimitation du patrimoine foncier et immobilier, le lotissement. Eux, ce sont les géomètres experts, profession libérale. L'activité est mieux connue, à raison peut-être car s'interdisant toute publicité est confrontée aussi à l'intrusion de non-professionnels. Il y en a qui s'adressent à des personnes qui n'ont pas la compétence, qui ne doivent même pas, de par la loi. Mais nous ne pouvons pas être partout à la fois. C'est pour cela que nous sommes en phase avec l'administration. Il existait en Côte d'Ivoire 38 géomètres experts. 6 nouveaux font leur entrée, portant le nombre à 44. La nouvelle dynamique est la régionalisation. Bon, l'objectif à atteindre, c'est qu'il y ait en tout cas un nombre de géomètres assez suffisant par région. Nous essayons de planifier en tenant compte, n'est-ce pas, des différentes potentialités des différentes régions pour suivre cette croissance-là. Choisi comme parrain le directeur général de l'agence foncière rurale AFOR, Bambachek Daniel, entend impliquer la corporation des géomètres experts pour une meilleure gestion du foncier, surtout en zone rurale. C'est avec vous nous allons travailler et nous sommes condamnés à travailler avec vous. Faisons équipe. Faisons équipe et que des cabinets éclosent parce que le chantier est vaste et la Côte d'Ivoire y tient. Des géomètres experts heureux donc, ils se disent prêts pour la tâche. Aujourd'hui, le problème de la terre est devenu un problème très crucial. Et donc, si aujourd'hui les techniciens chargés de faire tous les travaux, le nombre s'agrandit, je pense que c'est une très bonne chose. L'Ordre des géomètres experts en Côte d'Ivoire, fort de 44 membres désormais, compte 90 bureaux installés à travers le pays. Direction la région centre du pays. Les populations de Amanikro-Fari, village situé à Bouaké, n'auront plus de problème d'approvisionnement en eau. En effet, un château d'eau a été inauguré récemment par le ministre de l'Enseignement supérieur, Albert Mabry-Touakeus. Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre des mesures d'urgence engagées par le gouvernement ivoirien en 2018. Pakinou à Amanikro-Fari. Immense joie. Toutes les couches sociales de cette localité riveraine de l'aéroport de Bouaké ont marqué une mobilisation exceptionnelle pour la circonstance. Mobilisation pour la fête, mais surtout pour la célébration des commodités de leur village. Amanikro-Fari est déjà électrifié, mais sa population consommait encore l'eau des puits ou des marigots. Le village vient donc d'avoir son adduction en eau potable. Invité spécial de la célébration, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accueilli dans une liesse populaire. Occasion donc pour le porte-parole des cadres de faire le bilan des actions de développement de leur village. Électricité, école. Aujourd'hui, un château d'eau, demain, un centre de santé. Amanikro fait donc peau neuve et fière allure. Amanikro veut devenir un village émergent. Avant son message, le ministre a été fait chef coutumier de la localité avec pour nom Nana Akwasi III. Albert Mabry-Touakeus a assuré de sa disponibilité à apporter sa contribution aux actions de développement d'Amanikro-Fari. Nous sommes venus prendre notre part dans le développement. Nous sommes venus également leur apporter le message d'encouragement, de paix, de cohésion et de développement de la part de l'État, de la part du président de la République particulièrement. Et nous avons pris bonne note donc, de leurs préoccupations. La pose de la première pierre du futur centre de santé et l'inauguration du château d'eau ont ponctué la célébration. Voilà des précisions de Charles Tatou de RTI Bouaké. Un tout autre sujet à présent, les populations de Lifou dans le centre-est et celles de Bouaké dans la région centre du pays ont-elles accès à l'eau potable? Une délégation de l'Office national de l'eau potable a visité il y a quelques jours ces localités. Selon l'ONEP, le projet dénommé Eau pour tous et initié par le chef de l'État Alassane Ouattara va résoudre la question de l'eau dans Lifou et le Bouaké. Soro Corona de RTI Bouaké. Le projet Eau pour tous, pour résoudre définitivement la question de l'accès à l'eau potable, est dans sa phase d'exécution. Un projet qui coûtera à la Côte d'Ivoire 200 milliards de francs CFA.
Ces fonds permettront de réparer 21 000 pompes villageoises, de réaliser 200 châteaux d'eau. Pour toucher du doigt les difficultés liées à l'accès à l'eau potable, mais surtout proposer des solutions pérennes, le PCA de l'ONEP a visité des villages des régions de Lifou et de Gbeke. Il faut savoir que le président de la République a fixé un cap, c'est de faire en sorte que la D7 en eau potable atteigne un taux de 95% d'ici 2020. Et le ministre de l'Hydraulique nous a donc instruit, n'est-ce pas, au niveau de l'ONEP, à traduire cela en actes. Et c'est ce que la direction générale de l'ONEP fait, n'est-ce pas, sous l'onction du conseil d'administration. À Paningokoro, village de la sous-préfecture de Woulé, dans la région de Lifou. Rencontre d'échange et de concertation entre les chefs des villages et le président du conseil d'administration de l'ONEP, Office national de l'eau potable. Au menu de cette rencontre, la question de l'accès à l'eau potable dans cette localité. Que la Côte d'Ivoire pense à nous donner de l'eau, car on dit l'eau est source de vie. Nous, à Ouélé, nous avons besoin d'eau. Pitié et pitié. Dans le Ifou comme dans le Gbeke, l'UA Benoît a informé les populations de la mise en œuvre de ce projet important. Ce week-end pascal a permis au PCA de l'ONEP de célébrer le Pakinou dans plusieurs villages. Il a procédé à des inaugurations d'écoles et participé à des rencontres dédiées au développement. Mettons le cap à présent sur le Worodougou dans le centre-ouest du pays. Moussa Koudougou Traoré, le nouveau maire de la commune de Morondo, a été officiellement installé. Cérémonie en présence du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone. On en parle avec Soro Corona de RTI Bouaké. La place publique de la commune de Morondo a refusé du monde à l'occasion de la cérémonie d'investiture de son nouveau maire. Les populations sont venues de toutes les sous-préfectures du département de Kani. Une cérémonie d'investiture en présence d'un ministre de la République. Les différents intervenants ont salué la mobilisation qui démontre la cohésion retrouvée. Le député et le maire ont égrené les difficultés qui freinent le développement de la commune. Les défis sont énormes, mais si nous devons les sélectionner, d'abord nous avons les défis liés au réseau routier. Dieu merci, aujourd'hui, le goudron Bundiali-Kani avance. Donc nous aurons un désenclavement des villages qui sont sur cette route. La lutte contre la pauvreté est l'une de nos véritables priorités par la mise en place de certains projets. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a exhorté le nouveau maire à être un rassembleur pour mieux impulser le développement local. Mariatou Kone a appelé les populations à la cohésion, gage de tout développement. La cérémonie d'investiture, qui est un moment de la célébration de la victoire, est également une occasion de raffermir les liens de fraternité, de solidarité, de cohésion sociale, avec pour objectif principal le développement économique, social, culturel de la commune. Monsieur le maire et chers frères, diriger n'est pas facile. Il faut savoir être à l'écoute des autres. Mariatou Kone a inauguré les nouveaux locaux de la mairie. La ministre a également procédé à la pose de la première pierre de la salle multimédia promise à la commune de Morondo. Cet établissement communautaire à but non lucratif dispense un enseignement préscolaire, islamique et civique aux petites filles. La première promotion du centre d'éveil Adjamam de Tafiré, dans le centre-nord du pays, a effectué récemment sa sortie officielle. Cérémonie en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Libakayoko. C'est un reportage de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Centre d'éveil Adjamam de Tafiré, région du Yambol. Le centre célèbre la sortie de la première promotion. Destiné à la petite fille en formation islamique, le centre associe la formation académique à la formation religieuse. Après 7 ans de formation préscolaire et religieuse, les filles au nombre de 29 sont admises au cours moyen deuxième année dans le public. Le centre est créé pour donner aux filles de la localité la chance d'être scolarisées dans de meilleures conditions. Le centre est de ce fait une réponse concrète à la préoccupation d'éveil, de protection et de promotion de la petite fille, car il s'agit
de lui apprendre le civisme, les valeurs islamiques et le développement intellectuel nécessaire à son insertion dans la vie. Les autorités locales et les cadres de Tafiré notamment, le gouverneur de la BCEAO à travers son porte-parole ont encouragé et félicité les promoteurs du centre qui s'adaptent aux réalités de la localité. Marraine de la cérémonie, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Bakayoko Ly Ramata s'est dit satisfaite du projet qui cadre avec la politique éducative du gouvernement. Féliciter donc l'initiatrice qui a eu cette grande idée, cette grande vision qui accompagne vraiment la politique d'éducation de qualité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Remise des diplômes et de matériel informatique par la marraine et une visite des lieux ont mis fin à la célébration des filles de la première promotion du centre d'éveil Agama de Tafiré. Religion, bientôt une université pour l'église des Assemblées de Dieu dans la commune de Yopougon, quartier Trois-Rouges. La première pierre de cet édifice a été posée à l'occasion de la Pâques 2019. Coût des travaux de construction environ 1 milliard de francs CFA. Le point avec Régis Kofi. C'est un bâtiment en U, en hauteur de 3 niveaux, qui sera construit dans la cour de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon-Trois-Rouges. La pose de la première pierre a lieu le jour de la célébration de la résurrection du Christ. Pour nous, Pâques est significatif. Construire, c'est aussi amener, c'est aussi nous mettre aussi sur le même pied d'égalité, sur le plan connaissance, sur le plan intellectuel. Pour dire aussi que nous ne sommes pas seulement de ceux qui vont à l'église et qui croient des bras, mais de ceux aussi qui ont quand même une matière grise et qui veulent aussi apprendre, connaître et aussi instruire les autres. L'Université des Assemblées de Dieu de Yopougon-Trois-Rouges va abriter, entre autres, 33 salles de classe, un centre de santé, une bibliothèque et une salle de gymnastique. Le coût des travaux s'élève à près d'1 milliard de francs CFA. Ce dimanche a été également l'occasion d'honorer les pionniers de l'Église. De cette école dimanche, il est sorti des pasteurs, des époux de pasteurs et même des cadres de ce pays et vraiment j'en suis heureux. Le premier culte de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon-Trois-Rouges a eu lieu le dimanche 4 novembre 1992. Le temple Shalom a aujourd'hui 27 ans d'existence. Parlons à présent des deuxièmes journées scientifiques de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Elles vont se tenir du 25 au 27 avril prochain dans la commune de Cocody. Cet événement porte sur la sécurité alimentaire. Les explications de Didier Nguessan. Comment garantir une alimentation plus saine dans une société de production et de consommation de masse où règne l'usage des substances chimiques? La sécurité alimentaire est au cœur de cette problématique que soulève l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Elle organise cette deuxième journée scientifique du 25 au 27 juin prochain pour susciter la réflexion. Certaines pratiques autorisées, bien sûr, sont utilisées par les agriculteurs et les producteurs. C'est l'utilisation d'antibiotiques, de vaccins, d'hormones, de produits chimiques divers. La préoccupation de l'ASCAD, c'est est-ce que ces éleveurs et autres sont suffisamment formés pour respecter ce que l'on peut appeler les délais de carence avant de mettre ces produits animaux ou végétaux sur le marché. Parce que si tel n'est pas le cas, alors c'est le consommateur final qui va absorber ces produits médicamenteux. Les deuxièmes journées scientifiques de l'ASCAD visent à partager les expériences sur la sécurité alimentaire et sur la gouvernance en matière de produits de consommation. Elles verront la participation de plusieurs laboratoires, des ministères en charge de l'agriculture, de la promotion animale et des associations de consommateurs.
Toujours en Côte d'Ivoire, début aujourd'hui du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo 2019. Thème retenu pour cette 12e édition, genre et développement. Le Burkina Faso est le pays invité. À noter que plus de 50 artistes de renom participent au FEMUA 2019 et cela jusqu'au 28 avril prochain. Des nouvelles sportives maintenant avec les performances des athlètes ivoiriens au championnat d'Afrique des moins de 18 ans et moins de 20 ans. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, remporte 3 médailles, une en argent et 2 en bronze. Le point avec Moyabi Diabaté et Aude Alégbé du service sport. Loin d'être ridicule, la Côte d'Ivoire a douloureusement arraché 3 médailles au championnat d'Afrique d'athlétisme cadet et junior sur son sol. Après 3 jours de galère, Serge Armand Diasso a débloqué le compteur ivoirien en empochant une médaille d'argent au lancer de javelot chez les U18. Un message bien reçu de la part de ses compères puisque 24 heures plus tard, la sélection ivoirienne a ajouté 2 autres métaux à celui de Serge Armand. 2 succès venus du relais 4x100 chez les filles et garçons des moins de 18 ans. Le quatuor Roxane, Angelina, Éléonore et Esther ont symbolisé le courage et l'abnégation ivoirienne en signant le bronze. Même son de cloche au niveau des garçons. Ibrahim Soualio, Jean-Charles et Madoché ont fait montre de leur orgueil en enlevant le bronze à leur tour. 2 succès qui ne laisseront pas le public du stade Félix Houphouët-Boigny indifférent. Contre son gré, la team de Pau d'Acier achèvera son championnat avec ses 3 médailles. Des métaux en guise de consolation et symbole d'une préparation en demi-teinte. Un nouveau cadre de coopération pour renforcer l'axe Tengrela en Côte d'Ivoire et Kolondiéba au Mali. Il s'agit de résoudre les différends liés au vol de bétail et autres orpaillages clandestins. Godefroy Okambawa. L'intégration transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Mali se consolide. À Tengrela, dans la région de la Bagoué au nord de la Côte d'Ivoire, un cadre de coopération transfrontalière est mis en place entre les départements de Tengrela, partie Côte d'Ivoire, et Kolondiéba, région de Sikasso, pour le Mali. Ce cadre de coopération appelé Groupement local de coopération transfrontalière Tengrela-Kolondiéba permettra de lutter contre les rackets aux frontières, le vol de bétail et l'épineuse question de l'orpaillage clandestin. Les éleveurs, notre gros problème, c'est le vol de bétail. Une fois que notre bé est volé pour rentrer au Mali, on a beaucoup de programmes pour trouver les animaux, pour retourner chez nous. Donc une fois que ça rentre ici, tu vas venir regarder tes animaux, voir avec les voleurs, c'est difficile pour te remettre. Le phénomène de l'orpaillage légal, qui est véritablement un cancer pour nos 2 économies. Alors nous avons réfléchi pendant 2 jours, des propositions pertinentes ont été prises en compte. Ces propositions seront déposées sur les bureaux de nos différentes hiérarchies afin que des ordres soient pris pour éradiquer de façon définitive ce fléau qui détruit notre économie. La question du genre occupe également une place importante dans la mise en œuvre de ce cadre. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, entend augmenter les prêts octroyés aux femmes pour leur autonomisation. Autre temps fort de cette rencontre de Tengrela est la promotion du sport à travers une marche de santé au profit des personnes du 3e âge afin de sceller les liens entre les 2 communautés. Une volonté des 2 chefs d'État qui vient une fois encore renforcer les relations d'amitié entre les 2 pays. Un nouveau Premier ministre pour le Mali, Boubou Cissé, ancien ministre de l'économie et des finances, a été nommé hier. En Algérie, les participants à une réunion convoquée par le chef de l'État par intérim ont évoqué hier la possibilité de reporter l'élection présidentielle du 4 juillet prochain de quelques semaines. Enfin, environ 30 personnes mortes et 13 autres portées disparues après un glissement de terrain survenu le 21 avril dernier dans une zone rurale du sud-ouest de la Colombie. Le Mali a un nouveau Premier ministre, son nom Boubou Cissé, anciennement ministre de l'économie et des finances. Boubou Cissé prend le relais de la primature malienne après la démission de Soumeïlou Boubaï Maïga. Âgé de 47 ans, le nouveau Premier ministre Boubou Cissé devra se pencher en priorité sur la situation sécuritaire fragile que traverse le pays.
En Algérie, la présidentielle fixée au 4 juillet prochain a menacé d'être reportée. Cette possible nouvelle donne de la vie politique algérienne a été évoquée au cours d'une consultation convoquée par le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Si ce report devenait effectif, il serait le deuxième report de l'élection présidentielle pour 2019. La mouvance de contestation qui a contraint Abdelaziz Bouteflika à quitter le pouvoir ne partage pas l'éventualité de ce report. En Amérique du Sud, le bilan du glissement de terrain survenu dimanche dernier a progressé. 28 victimes identifiées à ce jour. Des pluies diluviennes se sont acharnées sur le sud-ouest de la Colombie. Le commandant local des pompiers, dans sa déclaration, a reconnu que la catastrophe était prévisible. L'évacuation des habitants du village de Rosas était d'ailleurs conseillée. Les précisions de Herman Guivet. Merci de nous avoir suivis.